parler du climat. Comme tous les jours. Comme tous les jours, certes, mais on n'en a pas trop parlé encore. Et je vais vous parler des variations naturelles du climat. Et alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai envie de vous parler de ça. Est-ce que vous avez déjà vu ce truc-là? Oui. Bon, bah, je vous laisse l'admirer une fois de plus. Donc ça, c'est l'augmentation mois par mois des températures moyennes à la surface de la Terre depuis l'ère industrielle, en gros, jusqu'à une certaine période en 2016, jusqu'à août 2016. Et bah, sur cette courbe, comme vous avez vu, c'est pas une augmentation qui est super régulière. Il y a des fois ça augmente, des fois ça diminue. Des fois, ça fait des trucs très bizarres comme à la fin de l'année 2016 où on a l'impression de se rapprocher quasiment d'1,5 degré. Et on a envie, quand on voit cette courbe-là, de se dire bah, est-ce qu'en 2017, on ne va pas franchir la barre des 1,5 degrés? Et pourtant malgré cette courbe-là qu'on voit qui est très variable, les émissions... Tiens, mon slide il perd un peu le titre. Les émissions de CO2, elles ont l'air beaucoup plus régulières. Alors ça, c'est la courbe des émissions cumulées de CO2 depuis l'ère pré-industrielle. Donc vous avez en millions de tonnes de CO2, en 1950 à peu près, on arrivait à 200 millions de 200 gigatonnes de CO2 émises, etc. Et puis là, ça grandit. D'ailleurs, petite aparté intéressante, la barre qui est là et qui croise l'axe en 1990 à peu près, elle sépare en deux les aires. C'est-à-dire que toutes les émissions émises par l'humanité depuis 1800 jusqu'à 1990, c'est équivalent aux émissions émises par l'humanité depuis 90 jusqu'à maintenant. Alors, ce qui s'est passé en 90, en gros, c'est le moment où on a décidé de créer le GIEC et on s'est demandé s'il y avait un problème avec le climat. Donc, depuis qu'on se dit qu'il y a un problème avec nos émissions de gaz à effet de serre sur le climat, on a quand même mis autant que tout ce qu'on avait mis depuis qu'on existe. Alors, ça, c'est juste une petite aparté. Bref, c'est super régulier et pourtant l'effet sur le climat n'a pas l'air si régulier que ça. Du coup, l'idée c'est de regarder qu'est-ce qui peut influencer en plus des émissions de l'homme et comment est-ce que ça influence le système climatique. Mais avant ça, petit quiz, petite question. 2017 sera-t-elle l'année la plus chaude ou pas? Est-ce que 2017 sera l'année la plus chaude en termes de température moyenne à la surface du globe terrestre? Ça dépend des variations. Non. Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous diriez que oui ou que non? Oui? C'est probable. Probable, c'est probable. Alors pourquoi est-ce que c'est probable que 2017 soit plus chaude que 2016? La tendance au réchauffement. Parce qu'il y a une tendance au réchauffement. Effectivement, on se réchauffe. A priori, on émet de plus en plus d'émissions de gaz à effet de serre, donc 2017 devrait être plus chaud. Est-ce qu'il y en a qui pensent que 2017 ne sera pas plus chaud? Oui. Pourquoi? Je pense que El Niño a dû pas mal jouer sur 2016. Alors, El Niño. Qu'est-ce donc que El Niño? Phénomène climatique qui va réchauffer l'ensemble de la planète et qui a lieu plus ou moins dans les côtés pacifiques. Et du coup qui a été extrêmement fort en fin 2015 et qui du coup a largement influencé 2016. Et comme maintenant il est terminé, des chances qu'on ait une petite inflexion sur 2017 et que potentiellement ça reparte ensuite vers une hausse globale 2018-2019. Ok. Donc ce que tu es en train de dire, c'est qu'il y a un phénomène naturel qui était le principal élément responsable du fait que 2016 soit l'année la plus chaude. En partie. Et donc potentiellement, si ce phénomène n'existe plus cette année, 2017 devrait être un peu plus froid. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres raisons pour dire que 2017 ne serait pas l'année la plus chaude? Ouais. Bon, je ne sais pas les mots, même en anglais aussi qu'en français, mais il y a comme El Niño, il y a aussi des autres phénomènes avec des cycles différents aussi, ouais, liés aux océans particuliers qui vont interagir
actuellement, avec les autres cycles aussi pour produire les variations naturelles. Alors, ce n'est pas juste les C'est ça, il y a plein d'autres cycles. Ok. Est-ce qu'on a fait le tour aussi? Ça peut dépendre aussi de l'activité volcanique et des cycles solaires. Ouais, donc ça fait partie des autres cycles, effectivement. Donc c'est bien, comme ça on cite à peu près tout ce dont j'ai envie de parler. Donc il y a le Niño, il y a les cycles océaniques, il y a les cycles solaires, il y a les éruptions volcaniques. Voilà. Non mais est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou pas? Oui, il y a aussi la déformation de la Terre par rapport aux autres planètes du système solaire, mais c'est vraiment mineur comme variation. Et c'est sur du très long terme, il me semble. La déformation de la Terre? Ouais, la déformation, parce que alors, il me semble que le volume de la Terre varie suivant les autres planètes du système solaire, et comme elle varie, elle va être plus ou moins haute, donc les rayons vont être plus ou moins percuter la surface, et que ça va influencer sur le climat. Mais c'est plus sur du long terme. Ouais, il y a des variations astronomiques de plus long terme. Ok, on va en parler aussi. Là, vous avez les records de température depuis 1880. Donc ça, c'est les années. Là, j'ai répertorié toutes les années qui dépassent 0,5 degrés de réchauffement climatique à la surface du globe, de plus que la moyenne 1951-1980. Parce que c'est comme ça que fait ces calculs de la NASA. Sachant que entre le début de l'ère préindustrielle et la moyenne 1951-1980, il y a déjà une augmentation d'en gros 1/4 de degré. Donc si vous voulez savoir, en 2016, on était en moyenne à 1,25 degré en gros par rapport à l'ère préindustrielle. Donc pas si loin que ça du fameux 1,5 degré. C'est ce qu'on voyait sur la première courbe. Ce qu'on voit aussi, c'est que on a eu 3 années successives qui ont battu le record, 2014, 2015, 2016, et qui l'ont battu de manière assez considérable, parce que chaque année, on a pris 0,12 degrés de plus, voilà, donc ce qui est assez important. Donc effectivement, ça c'est principalement lié au phénomène El Niño, on va en parler juste après. Et puis ça, c'est donc les 3 années les plus chaudes, et le début de 2017, donc 2017 c'est la petite courbe en violette là. Donc à partir de là, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Malgré tout, 2017 est un bon candidat pour être l'année la plus chaude. D'autant plus qu'il paraîtrait qu'il pourrait y avoir un autre phénomène El Niño cette année. Mais là, 2017, c'est quand même en dessous de 2016. Ouais, mais en 2016, quand tu regardes en gros ce dont parlait Alex tout à l'heure, c'est le phénomène El Niño. Lui, il explique pourquoi est-ce que, en gros, en 2015, tu étais là, et puis là, tout d'un coup, tu as eu une grosse augmentation, et puis c'est revenu à un truc un peu plus... Ah oui, là, si ça vient, ça pourrait faire exploser. Voilà, et là, tu as ça, mais ça, a priori, c'est pas expliqué par El Niño. Donc, il y a d'autres raisons. Voilà. Alors, pour finir, sur les raisons de pourquoi ci, pourquoi ça, ça, c'est l'augmentation mois par mois de la température de surface, enfin c'est l'état de la température et l'écart par rapport à la moyenne. Et l'une des choses aussi qui est interpellante, c'est pourquoi est-ce que des fois c'est beaucoup plus bas, pourquoi des fois c'est beaucoup plus haut, etc. Pourquoi est-ce que ça oscille pas de manière très linéaire. D'ailleurs, petit quiz, à votre avis, ça représente quelle période, cette courbe de variation qu'on pourrait qualifier de à peu près plate? Il n'y a pas d'ordonnée. Je vois pas le champ C'est tiré de ce graphe, donc à votre avis, c'est plutôt la graphe 1890, la graphe 1930, 1950. Ouais, entre 40 et 80. Là. Par là, là. Ouais. Bah, c'est stop. Hein. On fait tout ça. C'est 2005. Voilà, donc c'est la dernière période qui est là. En fait, c'est pas anodin si je vous ai présenté ça, c'est parce que pendant 10 ans, ça a nourri tous les climato-sceptiques pour expliquer qu'on avait fini le réchauffement climatique et que maintenant on était revenu dans une période de stabilisation avant une probable décroissance des températures.
C'est simplement pour dire que quand on fait un extrait d'un graphe, on peut faire dire à peu près n'importe quoi, et notamment que la Terre ne se réchauffe pas. Voilà. Alors que si vous prenez une période un peu plus longue, par exemple depuis 1985, là vous avez l'impression quand même que c'est un graphe qui montre une augmentation. Et ça, donc c'est les variations annuelles et la manière dont c'est représenté par le GIEC. Donc vous avez le GIEC, donc vous maîtrisez tous ce que c'est que le GIEC. Lui considère que... Non Marianne, non, ça m'étonnerait. On va dire un mot quand même. Le groupe intergouvernemental d'études sur l'évolution du climat. Donc le GIEC, ce sont des scientifiques, voilà, des politiques, donc des politiques qui décident... Des scientifiques, donc Non, il a dit des scientifiques, et moi je corrige, des politiques qui décident de quelles données on veut fournir au monde entier pour qu'ils s'inquiètent ou qu'ils ne s'inquiètent pas trop du problème climatique. Voilà, je troll un peu. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que le GIEC, c'est donc pas des gens, même si ce sont des chercheurs souvent qu'on assimile au GIEC, ils ne font pas des travaux de recherche, ils font des travaux de concaténation de tout ce que la recherche a produit sur l'étude de l'évolution du climat. Et leur but étant de répondre à des questions politiques. Est-ce que l'homme en est responsable? Est-ce qu'il faut limiter nos émissions? Comment est-ce qu'on s'adapte à ça, etc. Donc le but, c'est de donner des orientations politiques. Et le GIEC fait 3 rapports de 2000 pages chacune à peu près, enfin 3 textes de 2000 pages, qui sont des résumés de toute la production scientifique, qui produit à une échelle de temps tous les 5 ou 6 ans. Et ces rapports sont ensuite condensés en un résumé d'une 70aine de pages, qui est lui-même condensé en un résumé pour décideurs d'une 30aine de pages. Ce résumé pour décideurs, il n'est pas validé par les chercheurs, il est validé par les politiques de tous les États qui se réunissent et qui décident mot par mot, est-ce que oui ou non ils acceptent de le mettre ou ils n'acceptent pas de le mettre. Forcément, ils se basent sur les faits scientifiques, mais si vous voulez savoir ce que les scientifiques disent, il faut lire le rapport technique et pas le rapport résumé pour décideurs, qui lui est beaucoup plus édulcoré et dit moins les choses. Le GIEC, il a aussi un organe qui a été créé pour répondre à des questions, et donc il y a des orientations politiques. Le GIEC ne fait pas que faire un récapitulatif de l'ensemble des travaux scientifiques, il répond à des questions qu'on lui demande. Typiquement, là, on lui demande d'évaluer pour 2018 comment est-ce qu'on peut rester sous les 1,5 degrés. Le dernier rapport, en 2014, l'une des personnes qui a participé à la rédaction de ce rapport nous avait dit « Gardez toujours en tête que quand vous lisez comment on fait pour rester sous les 2 degrés, c'est que la question qui nous a été posée, c'était « Montrez-nous comment on fait pour rester sous les 2 degrés » et pas « Est-ce qu'il est possible de rester sous les 2 degrés ?» Voilà. Donc le GIEC n'a pas dit ce qu'il pensait, il a répondu à une commande politique. Bref, ça donne un petit aperçu plus complet du GIEC. Bref, malgré tout, le GIEC, ça reste un rapport, enfin le rapport complet, c'est des données scientifiques qui sont produites. Et donc pour l'évolution du climat, on prend des moyennes longues. Et donc eux, ils ne s'intéressent pas aux augmentations annuelles et aux petites variations de pic. Eux, ils s'intéressent aux paliers là tous les 10 ans pour dire en gros comment évolue le climat. Donc même si on prend ces moyennes longues, bah, on se rend compte que ça ne suit pas l'exponentielle qu'on avait tout à l'heure sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a des fois où on a eu des périodes où ça diminue un peu, des fois où ça augmente, puis ça rediminue, ça stagne, etc. Bon, malgré tout, depuis 40 ans, on est quand même sur une période de croissance qui s'accélère, et la prochaine moyenne décennale, très certainement, sera... enfin, l'écart sera encore plus important. Voilà. Donc ça, c'était pour l'introduction. Maintenant, sur le climat. Alors, normalement, beaucoup d'entre vous connaissent ce slide, qui fait la différence entre météo et climat. Donc, qu'est-ce que c'est que la différence entre la météo et le climat? Astrid. C'est même théorique. La météo, c'est... En plus, j'ai jamais vu cette slide. Donc... la météo, c'est un instant T et le climat, c'est une vision plus générale. Je sais pas le temporalité. Ouais. Est-ce que ton voisin veut compléter? Lequel? Ton voisin. La météo est une dérivée locale et temporelle du climat.
Où le climat est une intégrale spatiale et temporelle de la météo. Pourquoi il met de la mathématique pour troubler? Voilà. Non, C'est mais bon, c'est clair pour tout le localement monde. C'est localement et dans le temps sur un En gros, la météo, c'est demain à Paris, dans le 14e. Et le climat, c'est les 40 prochaines années sur le continent européen. C'est pas tout à fait la même chose. C'est ça. Donc c'est une moyenne sur un espace de temps plus grand et sur un espace géographique plus important. Généralement, on illustre ça en prenant les notes des élèves en classe. La météo, c'est la note d'un élève sur un devoir dans l'année. Et le climat, c'est la moyenne générale annuelle de la classe. Et donc la météo d'un élève, ou sa note d'un partiel au suivant, peut varier de 0 à 20. Et pour autant, la moyenne générale va rester à peu près constante. Et si vous avez un point de variation d'une moyenne générale annuelle d'une classe à la classe de l'année d'après, c'est beaucoup plus important comme phénomène que le fait qu'un élève, un jour, soit passé de 12 à 13 sur un devoir de mathématiques. Alors, donc ça c'est la manière simple dont on explique généralement pour différencier la météo, le climat, avec quelque chose de très court et quelque chose de très long. Mais en fait, tout ça, c'est... il y a pas mal de choses qui jouent et qui influent sur le temps qu'il fait. Le temps qu'il fait d'un point de vue météo ou d'un point de vue climatique. Et en fait, on pourrait parler des climats. Et le climat aujourd'hui qu'on a en Europe, il est lié à plein de facteurs différents. Certains qui expliquent les tendances longues, d'autres qui expliquent les tendances courtes. C'est un peu ce qu'on a dit tout à l'heure en introduction, avec les forçages astronomiques, qui expliquent plutôt des tendances longues, et des impacts beaucoup plus de tendances courtes, comme ce qui va expliquer les changements de météo. Donc en gros, vous avez quatre causes, 4 types de forçages qui expliquent le temps qu'il fait aujourd'hui. C'est les forçages astronomiques. Donc là, on rentre dans le domaine de François Rodier. On fait de l'astronomie et donc on étudie la Terre comme un élément ponctuel qui gravite vis-à-vis d'autres astres. Et donc on s'intéresse à ces variations. Je vais les expliquer juste après. Après, il y a le forçage géologique, et ça c'est lié en particulier à la dérive des continents, à la formation des différents reliefs qu'on peut avoir sur Terre ou sous la mer, et puis aux éruptions volcaniques, en fait, aux manifestations internes du système Terre qui sont des éruptions volcaniques. Ça explique aussi un climat sur une échelle de temps un peu longue. Quand on avait un seul continent unique qui était basé plutôt dans l'hémisphère sud, on n'avait pas du tout la même répartition du climat qu'aujourd'hui avec les continents qui sont globalement basés dans l'hémisphère nord et beaucoup plus morcelés. Et puis après, vous avez des causes qui jouent sur une échelle de temps plus courte. Alors là, vous avez en gros les facteurs prépondérants en fonction du temps. Donc c'est en année, donc ça c'est ce qui explique les variations sur une année, donc c'est plutôt les choses du type saisonnier. Là c'est, on va dire au niveau du mois, donc on est presque au niveau météo. Puis là c'est tout ce qui est autour de 10 ans, 100 ans, etc. Et donc on voit que ce qui explique les tendances très longues du climat, c'est essentiellement des variations du Soleil, des variations de l'orbite de la Terre, des variations de la dérive des continents, etc. Sur les causes plus courtes, donc ce qui va être entre ce qu'on appelle climat et météo généralement, vous aviez jusqu'à il n'y a pas très longtemps essentiellement des variations de l'océan et des cycles océaniques et de l'atmosphère et des cycles atmosphériques. Et depuis quelque temps, on a un nouveau facteur qui sont les causes anthropiques, donc liées à l'activité humaine. Donc ce dont on parle régulièrement et quand on lie au changement climatique. Sauf que, malgré que ce soit depuis quelque temps les forces les plus importantes en présence sur des variations courtes de temps, et on reste sur des variations courtes de temps parce que quoi qu'il arrive, ce que fait l'homme aujourd'hui, ça va avoir un impact sur quelques décennies, quelques siècles, éventuellement quelques millénaires en fonction du forçage qu'on va entraîner. Et au bout d'un moment, on ne va pas fondamentalement changer le climat qui fera dans 2 millions d'années sur Terre. Mais qui viennent donc en concurrence avec des choses qui existaient déjà.
sur les causes externes, les premières causes et les plus importantes qui expliquent le climat qu'il fait sur Terre et pourquoi est-ce que la Terre n'est pas une boule de glace ou n'est pas une planète comme Vénus qui est invivable, c'est sa position dans le système solaire et son axe et la manière dont tout ça varie. En fait, ça c'est le facteur principal qui explique pourquoi est-ce que sur le dernier million d'années, on intervertit entre des aires glaciaires et des aires interglaciaires. Donc ça, vous êtes bien au courant. Globalement, on est dans une ère interglaciaire depuis 10 000 ans à peu près. Avant, on avait une ère glaciaire. Donc une ère glaciaire, c'était 5 degrés de moins en moyenne. C'était 2 km de glace sur Stockholm et c'était les océans qui étaient 100 mètres plus bas. Et la différence entre il y a 20 000 ans et maintenant, elle s'explique essentiellement parce que trois choses, l'excentricité du système Terre, l'obliquité de ses axes et la précession des équinoxes ne sont pas exactement les mêmes. Alors, ces trois paramètres, la variation d'excentricité, c'est le fait que le système solaire, en fait, c'est pas des cercles parfaits, ce sont des ellipses, et donc du coup, la position du Soleil au centre de ce système-là, peut varier un petit peu, et il y a quelques décalages d'orbite. Nous, on ne s'en rend pas trop compte à notre niveau, mais ça a fait des changements de l'ordre de 100 000. L'obliquité de l'axe des pôles, c'est le fait que, vous savez, l'axe pôle nord, pôle sud, en fait, il n'est pas complètement à la perpendiculaire par rapport à l'axe de rotation du Soleil, il est un petit peu décalé. Et donc il varie, des fois il se rapproche un petit peu de la perpendiculaire, des fois il s'éloigne un petit peu. Et ça fait que, si on prend par exemple le cercle polaire arctique, aujourd'hui, vous avez une partie de la Terre qui, lors de... comment on appelle ces choses-là? L'équinoxe? Non, je ne sais pas. Bref, le 21 juin, ça va être le solstice. Voilà, au solstice, on va avoir une partie de la Terre qui va être éclairée pendant 24 heures. Et cette partie est un peu plus grande à un moment donné, elle est un peu plus courte à d'autres moments. Ce qui fait qu'on a des variations plus importantes. En gros, on a, si vous avez expérimenté différentes latitudes sur Terre, vous savez que à l'équateur, en gros, les journées durent à peu près pareil qu'on soit en été ou en hiver. Chez nous, il y a quand même un écart assez considérable, et plus on monte au nord, ou on descend au sud, plus l'écart va être extrême. Quand l'axe est un petit peu plus décalé, ça fait qu'on a des variations plus importantes. Donc, en gros, les hivers sont plus chauds et les étés sont plus froids. Et donc ça, c'est ce qui fait que tout un tas de phénomènes vont pouvoir s'enclencher ou ne pas s'enclencher. Que si on a des variations plus brutales, du coup, on a plus facilement, typiquement les inlandis, donc les grosses calottes de glace qui sont au-dessus de la Terre, donc le Groenland et l'Antarctique, moins il y a une variation, moins ça va fondre, et donc plus ça va rester fort, et plus il y a des variations, plus potentiellement ça peut fondre. Bref, ça c'est une autre des explications. Et la précession des équinoxes, c'est simplement le fait que, ça c'est représenté ici, vous avez tous les 11 000 ans à peu près, l'axe, le fameux axe d'obliquité là, qui est pas dans la même position dans la partie qui est loin du Soleil et dans la partie qui est proche du Soleil. Voilà. Donc en gros, au pôle Nord, là c'est l'été proche du Soleil, et là c'est l'hiver proche du Soleil. Et c'est ce passage-là de été à hiver en 11 000 ans qui explique pourquoi est-ce qu'il y a 11 000 ans c'était une ère glaciaire et que maintenant c'est une ère pas glaciaire. Bon. Donc ça c'est les forçages. Ah oui, je vous ai pas dit en introduction, je voulais vous dire que comme on a dit qu'il fallait mettre plein de chiffres et plein de graphes, du coup j'ai mis plein de graphes. Donc deuxième chose, ah oui, alors le forçage astronomique, c'est bien, ça explique l'état à l'instant donné, mais globalement ça ne va pas varier sur votre vie. Il ne faut pas s'attendre à ce que tout d'un coup on ait un axe de l'obliquité de la Terre qui se change ou quoi que ce soit. Sauf si une grosse météorite arrive sur le coin de la Terre, mais c'est pas souhaitable. Donc deuxième chose dont on parle assez souvent, c'est l'intensité de l'activité solaire. Donc l'activité solaire varie. La Terre, c'est notre principale source d'énergie. Le Soleil, pardon, c'est notre principale source d'énergie. Il nous envoie de l'énergie régulièrement, et cette énergie va être plus ou moins intense en fonction des tâches solaires, en fonction de l'activité tout simplement du Soleil.
Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, on va voir les conséquences juste après. Et sur les causes internes, vous en avez principalement 3. La première, c'est les éruptions volcaniques. Alors toutes les éruptions volcaniques n'ont pas de conséquences, mais certaines, comme en 91, ce volcan en Pérou qui a émis, là vous voyez une énorme quantité de poussière dans l'atmosphère. En fait c'est là où c'est un impact, c'est quand on a plein de poussière qui va rentrer dans des couches hautes de l'atmosphère et du coup va rester une certaine quantité de mois ou d'années en l'air et fait une sorte de filtre naturel aux rayons du soleil. Et donc ça a tendance à refroidir la Terre. C'est ce qu'on va appeler un hiver volcanique. Deuxième conséquence, c'est l'inertie du système marin, enfin des océans. Et donc, pour ceux qui n'en ont pas forcément conscience, l'océan a des courants fondamentaux. C'est un courant chaud en surface, c'est en rouge là, en orange, et un courant froid en profondeur. Et avec certains endroits de bascule, comme ici, où le courant chaud plonge et l'eau se refroidit, et d'autres endroits où ça remonte. Et en fait, c'est ce qui permet de brasser l'océan, et c'est ce qui permet un peu de mélanger les différentes concentrations et les différentes températures des océans. Et ce truc-là, c'est super long parce que ça met 1500 ans à faire son cycle. Mais globalement, c'est ça qui va expliquer un peu l'homogénéité qu'on peut retrouver dans les océans sur Terre. Et en plus de ces courants-là, en fait, ils vont avoir quelques petites variations qui ont lieu à des échelles de temps qui nous intéressent beaucoup plus. Et c'est ce qu'on appelle les oscillations. Donc il y a l'oscillation nord-atlantique, il y a à peu près la même chose dans le Pacifique. Et ça, c'est ça des pas de temps de en gros une dizaine, une trentaine d'années, où vous avez potentiellement des pressions qui sont un peu différentes et donc des phénomènes qui vont s'enclencher plus au nord ou plus au sud. Et ça a des impacts sur la température qu'il peut y avoir. Là, je vous ai mis pour comparaison des différences de pression dans l'hémisphère, dans l'Atlantique. Ça, c'est dans le Pacifique. Et si vous vous souvenez bien de la courbe de température, vous voyez que là, c'était une période de forte augmentation de température. Là, c'est ce que les climato-sceptiques appellent la fin du réchauffement climatique. Ça, c'est la période où, globalement, on avait une courbe qui descendait un petit peu. Et puis ça, c'était la première période où on avait une courbe qui augmentait. Voilà, donc en fait, les phénomènes, les tendances longues sur 30 ans à peu près, qui font que ça varie, elles s'expliquent en particulier par ces choses-là. Et de manière plus intense, mais plus localisée temporellement, il y a El Niño, le fameux phénomène El Niño qui a fait que l'année 2016 a été particulièrement chaud. Et ça, c'est un phénomène qui a lieu dans le Pacifique Sud, où, pour schématiser ça de manière très simple, vous avez normalement des eaux plus chaudes ici et des eaux plus froides ici. Et de temps en temps, alors aujourd'hui, on arrive à peu près à observer et à prédire quelques mois en avance le fait que El Niño va arriver, mais on ne sait pas encore exactement caractériser le phénomène. On sait que ça vient des vents et des mouvements atmosphériques qui ont lieu au-dessus de l'océan. Mais globalement, donc, des petites variations dans ces mouvements font que on va avoir un réchauffement global de cette côte du Pacifique et du coup un refroidissement de celle-là. Et ça entraîne des variations avec beaucoup plus de pluies qui ont lieu au Pérou et beaucoup plus de sécheresse ici, donc des incendies ici. Et là, en plus, ça prive de récolte de poissons les pêcheurs. Voilà. Et ça enclenche une certaine dynamique sur l'ensemble de la planète sur quelques mois. Là, vous avez la résultante de ces trois phénomènes sur les dernières 30 années, en gros. Ça, donc c'est l'influence de El Niño. Vous voyez que de temps en temps, il y a des pics importants, de temps en temps, c'est moins important. Ça, c'est le fameux pic de 98 qui était considéré comme le phénomène le plus important de El Niño des dernières décennies. Depuis, il y a eu celui de 2016 qui est globalement aussi important. Ça, c'est les éruptions volcaniques. Donc, vous voyez que globalement, par rapport à tous les volcans qui produisent de l'activité, tous n'ont pas un impact important sur le climat. Donc vous en avez essentiellement eu 2 dans les 30 dernières années. Et puis ça, c'est la variation des cycles solaires. Et si vous regardez l'échelle, c'est la même échelle, vous voyez que les cycles solaires, c'est une variation de, en gros, l'ordre de grandeur, c'est 0,1 degré.
d'explication. El Niño, c'est plutôt 0,2, 0,3 degrés. Et les volcans, bon, bah, eux, ils sont beaucoup plus rares, mais quand ils y vont, ils y vont. Là, je reprends la courbe des climato-sceptiques, enfin la même que celle que j'avais mis en graphe tout à l'heure, corrigée des variations climatiques naturelles, c'est-à-dire les 3 phénomènes que j'ai expliqués tout à l'heure. Et vous voyez que ça ressemble beaucoup plus à une croissance assez linéaire et assez régulière. Et donc ça se rapproche plus des variations liées à l'homme. Voilà. Et la dernière chose que je voulais dire dans cette présentation, c'est expliquer ce graphe que vous connaissez pour certains, ou pas trop. Alors, ça, c'est tiré du rapport du GIEC. Et c'est l'explication du forçage radiatif, donc ce qu'on appelle le forçage radiatif d'origine humaine, et pas que, enfin en tout cas sur des courtes périodes. Et le forçage radiatif, c'est en fait la quantité d'énergie, le surplus d'énergie qui arrive sur Terre lié à l'augmentation de l'effet de serre. Et en fait, ce forçage radiatif, c'est une somme de différents éléments. C'est ça qui est important d'avoir en tête aussi. Vous avez le CO2, alors là je ne vous la fais pas toute l'histoire des gaz à effet de serre, CO2, CH4, N2O, etc., qui ont un forçage radiatif positif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a aussi un forçage radiatif négatif sur certains aérosols qu'on émet. En fait, si on veut simplifier ça, l'homme, il a un impact qui est globalement à 2, mais en fait, il émet des choses qui sont plus proches de 2,5-3, et en plus, il émet des choses qui ont un effet négatif, c'est-à-dire qu'il y a des refroidissants d'atmosphère. On émet des refroidissants d'atmosphère en plus des réchauffeurs. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que ça, c'est l'impact qu'on a, et cette donnée-là, si vous avez lu les rapports du GIEC, vous avez vu qu'on parle de scénario 2.6, scénario 8.5, scénario 4.8. En fait, ces scénarios, ils sont baptisés du nom du forçage radiatif qu'ils entraînent. Et donc le scénario le meilleur, celui qu'on souhaite adopter pour rester sous les 2 degrés, il s'appelle 2.6. Et donc l'idée, c'est de dire qu'il ne faut pas avoir un forçage radiatif supérieur à 2,6. Donc aussi, on a encore un petit peu de marge, parce que là, on n'est encore qu'à 2. Mais en fait, si on est à 2, c'est parce qu'on masque une partie de nos émissions. En fait, aujourd'hui, on a déjà émis ce qu'il faut pour y aller. Et donc, si on s'arrêtait d'émettre ces émissions négatives, qui par ailleurs ont certains autres effets comme trouer la couche d'ozone, bah, en fait, on serait déjà au niveau 2.6. Voilà. Donc, il n'y a pas que... Enfin, le phénomène et l'augmentation des températures aujourd'hui, il est lié à pas mal de phénomènes. Si vous regardez des moyennes longues, l'explication principale, elle est liée à l'activité humaine, et ça c'est clair, il n'y a pas de doute, et ça le GIEC vous le dit sans problème. Mais là où tout le monde peut jouer, et là où il faut comprendre ces choses-là, c'est que quand vous regardez des variations à 1 an, ou à 2 ans, ou à 3 ans, chose qu'on aime bien faire, parce qu'on aime bien battre les records, je crois que c'était dans les systèmes d'apprentissage, s'améliorer, etc., dans les jeux, donc on aime bien, on est content, malgré tout. Moi en tout cas ça me fait ça, chaque mois où j'apprends qu'on a battu le record de température, je suis content, je me dis que l'homme il a réussi à battre quelque chose. Et alors qu'en fait au fond de moi je devrais plutôt être déçu de voir ça. Mais bon, j'ai l'impression qu'on est content de battre des records. Et donc il faut comprendre pourquoi. Et donc sur une petite variation de temps, si 2016 a été l'année la plus chaude, c'est pas, ça ne veut pas dire, il ne faut pas s'alarmer à l'inverse des climato-sceptiques et dire ah mais c'est qu'il y a un emballement du changement climatique, tout va partir en cacahuète, etc. Non, c'est simplement qu'il y a eu des variations naturelles qui se sont mis dans la même oscillation que les variations humaines, et donc du coup ça a amplifié le phénomène. Mais si ça se trouve, dans 5 ans, vous allez avoir une grosse éruption volcanique qui va arriver pile au même moment d'un phénomène El Niño, c'est l'inverse de El Niño, La Niña, qui réduit les températures. Et donc tout ça va faire que vous allez vous retrouver avec une année aussi chaude qu'en 1950, et tout le monde va dire ah bah c'est l'arrêt du changement climatique. Non, pas du tout, c'est simplement il y a différents phénomènes qui se sont additionnés. Voilà, est-ce que vous avez des questions? J'ai vu que j'en avais endormi pas mal. En même temps c'était un peu moins interactif que le jeu, je suis désolé. C'est quoi les gaz qui ont des forçages radiatifs négatifs? Quoi? Les gaz qui ont un forçage radiatif négatif. Ah, c'est alors tu as notamment le SO4 et le NH3.
Mais après, faudrait creuser plus en détail tout ce qu'il y a dedans. C'est un certain nombre de gaz qui vont être émis, soit tout ce qui va être sulfate, nitrate, parfois des gaz industriels, enfin une bonne partie ça va être des gaz industriels qu'on va émettre. Et puis, mais il y en a d'autres aussi, c'est typiquement le petit truc bleu là, c'est poussière minérale. Donc, poussière minérale, c'est tout ce qu'on fait dans les carrières qui fait que ça met un peu de poussière dans la terre, c'est l'équivalent du volcan. Tout ce qui est l'aérosol, c'est pas disparaître avec les protocoles de Montréal et tout ça a été fait pour lutter contre le truc. Théoriquement, on devrait se débarrasser de ces aérosols. Certains, mais pas tous. Ouais. Vous voyez, ceux qui trouent, ceux du protocole de Montréal, globalement on les a stabilisés et normalement ils sont censés décliner. Voilà. Après, je ne sais pas exactement lesquels c'est ici. C'est un des facteurs, mais c'est pas le plus important. Ouais. Est-ce que tout ce qui est phénomène de compensation ou compensation anthropique, c'est comptabilisé là-dedans? Compensation anthropique. Tu peux préciser. Volontaire, par exemple des réductions. Par exemple, planter des arbres. Planter des arbres. Alors, aujourd'hui, j'ai pas ce graphe là, mais je vais pas mettre tous les graphes du GIEC. En fait, aujourd'hui, l'homme il a plutôt tendance à retirer des arbres que planter des arbres. Donc pour l'instant, on ne peut pas véritablement dire que ça a un impact positif, puisque quand tu regardes l'ensemble du changement d'usage des terres, aujourd'hui on a plutôt un impact négatif. Mais oui, sinon ça y contribue. Là, je ne sais pas sur quel graphe on aurait pu mettre, mais est-ce que là-dessus, ça y est? Je sais pas. Non, l'avant-dernière aussi. On a des autres. Ouais, changement d'utilisation des sols. Ouais. Mais bon, c'est pas vraiment lié à ça. Mais effectivement, il y a, quand on prend les changements d'usage des terres, on prend tout ce qui a lieu comme changement. Et donc il y a des changements qui sont positifs dans le sens où on passe d'une surface qui était non stockée, qui stockait pas de carbone, une surface qui stocke du carbone. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler compensation, mais surtout plantation d'arbres. Mais à l'inverse, il y a tous les phénomènes qui déstockent du carbone, et c'est quand on transforme une forêt primaire en surface d'élevage, par exemple. Et voilà, aujourd'hui. Mais parce que par exemple, il peut y avoir un total d'émissions, et puis en fonction de ce qu'on a jugé qui était de la compensation, on réduit du coup le total qui est marrant. Je sais pas si c'est clair. Alors non, normalement. On ne cumule pas émission et réduction. On peut pas, on n'a pas fait une estimation de la compensation qui était faite. En gros, le premier graphe, le premier diagramme, je sais pas comment on peut dire, le premier boudin là, ouais. C'est le total des émissions que l'homme émet, sans prendre en compte toutes ces actions de compensation. En gros, c'est ça. Non, le premier, c'est les émissions liées au fait qu'on émette du CO2. Je sais pas en fait où est. Non, je ne sais pas si c'est sur ce graphe ou pas. Il faudrait creuser. Mais globalement, ce qui est sûr, c'est qu'on n'additionne pas des émissions et du stockage d'émissions. C'est deux choses qui sont séparées. Et aujourd'hui, quand on fait de la compensation, on ne peut que stagner les émissions, on ne peut pas les réduire avec la compensation. Est-ce que tu t'es intéressé aux effets de stabilisation climatique? Typiquement, j'ai vu un truc sur la Lune qui stabilise le climat de la Terre et qui, en gros, sans la Lune n'aurait pas pu apparaître parce que les effets géologiques que tu as indiqués seraient beaucoup plus rapides et donc le climat changerait trop vite pour une adaptation biologique, type théorie d'évolution. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce que tu as creusé ce truc-là?
Alors non, moi j'ai pas creusé ça là parce que je me suis intéressé essentiellement au phénomène qui avait un impact sur le court terme. Enfin, en fait, l'idée c'est d'expliquer pourquoi des fois il y a des pointes et des fois il y a des creux. Mais Julien avait fait une causerie il y a 2 ans où il avait parlé des effets de beaucoup plus long terme et l'évolution du climat depuis depuis la création de la Terre, quoi, en gros. Et donc peut-être que dedans il y avait ça, je m'en rappelle plus. Elle est en ligne sur le site d'Avenir Climatique, Ouais. la présentation, pas la vidéo, mais les slides sont en ligne. Ok. On remonte beaucoup plus largement dans le temps. Et je crois pas qu'il y ait d'analyse sur la stabilisation, il me semble pas. Mais elle est quand même très intéressante. Je vais voir. C'est sur quel site déjà? Avenir Climatique, je crois. .org. On va dire c'est bon. Je passe à Guillaume. Ouais.